suis heureuse d'être avec vous, Daniela Ferrière, pour cet entretien. J'irai chez vous en plus. Donc j'aimerais savoir un petit peu plus quel homme vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes ici en France? Quel homme je suis, mon Dieu, j'ai écrit 32 livres pour tenter de le savoir. Je n'en sais rien. Tout ce que j'ai comme information, ce sont des informations factuelles. Je suis né à Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti, d'une mère archiviste qui travaillait à la mairie de Port-au-Prince, et mon père a été le plus jeune maire de l'histoire de cette ville. Et très vite, il a été obligé de prendre l'exil et on m'a envoyé à Petit Gouave, dans le village de la famille, du côté maternel, d'une certaine manière pour me cacher, parce que je portais exactement le même nom que mon père, qui lui s'appelle Windsor Kléber Laferrière, et moi je m'appelle Windsor Kléber Laferrière fils. Mais on a trouvé que ces noms étaient trop chargés, et on m'a appelé Dany. Et donc c'est ainsi que j'ai passé une enfance heureuse, lumineuse, avec une tendresse infinie, entourée d'une nuée de tantes, et qui m'entourait avec ma grand-mère comme si elle m'avait mis au milieu pour me préserver du feu de la dictature. Mais ça, je le saurai bien plus tard, que j'ai eu une enfance heureuse sous la dictature, parce que des gens ont voulu que ça se passe comme ça. Bon, j'ai fait du journalisme à Port-au-Prince, avant de prendre l'exil à Montréal, et là j'ai travaillé pendant 8 ans comme ouvrier, et puis j'ai écrit des livres. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût à l'écriture, à devenir écrivain? D'abord la lecture, et je crois que tout le monde passe par là. On a lu, on a tellement aimé ce qu'on a lu, et puis on a voulu écrire aussi. Heureusement, il y en a qui n'écrivent pas forcément, qui restent des lecteurs, et j'en ai besoin. Si tous se mettaient à écrire, je pense que je n'aurais plus de lecteurs. Mais c'est une histoire très très ancienne. Et je crois, quand j'étais enfant, je lisais, j'avais lu un des premiers livres, et je crois que c'est un livre de Kipling, qui s'appelait Capitaine courageux. Et ça se passait, je crois, aux environs, dans la région de Terre-Neuve, au Canada, et sur un bateau de pêche. Bon, je me souviens presque de rien, mais tout ce dont je me souviens, c'est que c'était incroyable à quel point je pouvais sentir l'odeur du varech, je pouvais sentir le roulis du bateau, et puis les cris, et la pluie, la tempête, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et quelle est cette magie? Quelle est cette magie, et comment peut-on faire ça avec des mots? Et je crois que c'est là que j'ai eu la première intuition qu'une vie dans l'encre serait possible. Et vous avez écrit justement lier l'écriture à la vie, donc ça résume un petit peu comment associer cette écriture aux vraies choses de la vie autour de vous, aux petites choses qui se passent et à cette ressemblance un peu partout où vous êtes entre les actions de chacun, la façon de vivre, tous ces petits détails. Et vous dites souvent, j'aime rester à la surface parce que finalement c'est ce qui est plus concret, qui se rapproche des gens. Est-ce que, je sais pas, vous voulez développer un peu de ce côté-là ou... Non, non, non. Vous êtes clair, vous êtes très clair dans ce que vous me dites, mais je remonterai ça encore une fois à l'enfance et à l'adolescence. Je crois que c'est là que tout se passe pour former un être humain. Et aussi même pour former un écrivain. J'ai été élevé par des femmes et je crois qu'elles ont le sens du détail. Et ma grand-mère m'a appris la profondeur de champ. Et c'est-à-dire, on est tout le monde, toute la famille, au salon, on reçoit des gens. Ma grand-mère aussi est là, mais elle surveille ce qui se passe dans la cuisine. Elle surveille ce qui se passe dans la cour. Elle peut même voir ce qui se passe dans la rue à l'arrière. C'est ce que Fellini fait quand il fait ses films. Il peut mettre 3, 4 plans de suite, et d'où la différence avec certains cinémas un peu très à l'américaine, où tout est au premier plan et qui sont comme des coups de poing. Et donc cette profondeur de champ qui exige un sens de l'autre, un sens, une appréciation du travail de l'autre aussi, un regard à la fois
qui peut devenir un regard panoramique et en même temps capable de faire des zooms. C'est pour ça que je pense à mon adolescence comme à une scène de film, avec et tous ces gens qui ne sont jamais à un seul endroit, ni faisant une seule chose. Et ça, la littérature, l'écriture exige ça. Et pour écrire un livre, il faut une sorte de masse de détails, de faits concrets de la vie quotidienne, et qui finissent par faire apparaître l'événement, c'est-à-dire l'histoire que vous voulez raconter, ce qui va émouvoir les gens. Donc cette surface des choses, elle est nécessaire d'éviter trop les commentaires, surtout les commentaires profonds, et qui tentent d'expliquer la réalité simple, parce que cette réalité simple, elle est déjà très riche, si on sait la montrer, la mettre sous la lumière, c'est-à-dire l'écrire. Donc c'est ça qui m'intéresse comme écrivain. C'est ne pas donner l'impression de l'intelligence, mais plutôt éclairer les faits, les sentiments, les sensations, d'une telle manière à ce qu'ils apparaissent comme brusquement, sur la page, sans qu'il y ait un écrivain derrière. Et qui touche finalement encore plus les gens. Enfin, moi, je trouve, hein, quelque part, on sent presque la respiration, des fois, à travers l'écriture. Et on se sent bien présent dans ce que vous écrivez. Et quelque part, ça fait surgir peut-être aussi dans l'esprit de votre lecteur plein de réflexions aussi sur lui-même, sur ce qui l'entoure, sur les relations et la vie. Et pour moi, enfin, c'est quelque chose d'important. Oui, plus on parle simplement, plus on donne la possibilité au lecteur d'avoir des idées personnelles. Et c'est un principe de base. Et si vous voulez que le lecteur pleure, il ne faut pas que vous pleurez vous-même. Et les écrivains qui ne connaissent pas le métier, ou les conteurs qui ne sont pas de vrais conteurs, commencent toujours par dire « je vais vous raconter une histoire extraordinaire ». Un vrai conteur n'annonce jamais la marchandise. Il commence le plus doucement possible, s'infiltre en vous, s'insinue en vous, et finissent par vous un peu vous faire de vous son complice d'une certaine manière, et partager aussi l'action, et vous donner la possibilité de recevoir des émotions, vous libérer de la charge émotive qu'il y a dans la phrase, pour que la personne ait l'impression que l'action se déroule devant elle, et qu'elle est libre d'avoir une opinion et même une émotion personnelle, et de se référer à sa vie propre et pour lire. Donc si on ne laisse pas cette liberté-là, on écrit un essai. Vous comparez de temps en temps l'être humain à un arbre. Vous dites l'être humain est un arbre qui marche, le corps est un arbre enchevêtré d'émotions, et c'est une image qui revient. Quelle est l'importance finalement? On voit ici, vous avez beaucoup d'arbres autour. Est-ce qu'il y a quelque part derrière tout ça une réflexion sur la vie, sur l'être humain lui-même? Bon, un écrivain est très proche de l'arbre, c'est quand même avec les arbres qu'on fait le papier. Et tout écrivain doit se poser la question, est-ce que le livre qu'il écrit vaut l'arbre qui va être coupé pour le faire? C'est un minimum de courtoisie par rapport au sacrifice de l'arbre. Mais aussi, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, dans mon enfance. Et on avait un petit terrain à Petit-Gouave, là où j'ai passé mon enfance. Et mon grand-père aimait bien que tous ses petits-enfants puissent un peu avoir une conscience de la terre. Donc il nous faisait planter. Et je me souviens très bien du début, je plantais des petits pois ou des haricots, comme on dit ici, et du maïs. Et c'est un miracle tellement extraordinaire. Je me levais au milieu de la nuit pour aller voir si ça a poussé. Je voulais voir que ça pousse devant moi, sous mes yeux, et j'étais très pressé. Mais il faut le temps, et il faut donner du temps. C'est un miracle qui se fait dans le secret, dans le mystère, le miracle de la création. Je verrai plus tard d'ailleurs, c'est la même chose pour la littérature. Et
quand j'ai commencé à écrire, je croyais qu'il fallait commencer la nouvelle le matin et je ne pouvais pas dormir sans l'avoir terminée. Et les journées duraient un jour. Et il fallait beaucoup pour que j'accepte que les livres s'écrivent aussi la nuit quand l'auteur ne les écrit pas. Que les livres continuent, comme le cerveau humain continue à travailler durant la nuit. Et que même les mots, paraît-il, ils ont des interactions entre eux. Il faut croire cela, si on veut être écrivain. Il faut croire qu'il s'agit d'une magie dont une grande part nous dépasse. Et est-ce pourquoi on s'endort, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Le problème qui se pose sur la page est impossible, on ne pourra jamais le résoudre. Et on se lève le matin et tout s'éclaircit. Et donc il se passe quelque chose durant ce temps qui ne semble pas un temps d'écriture et qui se révèle un temps fécond. Donc il faut y croire et c'est ce que j'ai fait en pensant à mes débuts de cultivateur. Donc la littérature a un lien profond avec la terre, avec les arbres, avec le temps. C'est la notion du temps qui est fondamentale dans la littérature. L'un de mes poètes préférés, Basho, un poète japonais, qui était très sensible, les Japonais sont très sensibles, les poètes de haïku, à la nature, et il disait « Les chants de repiquage des paysans du Nord, première leçon de style ». Et j'ai toujours été proche de cela, j'ai toujours cru que la vraie culture vient de l'agriculture, et que entendre les chants populaires, si on arrive à capter le rythme, à comprendre des choses qui remontent très loin dans le temps, des fois des onomatopées, des choses extrêmement rapides, mais toujours chargées d'une émotion pure, forte. On ne comprend pas des fois les mots, mais on sent qu'il y a là à la fois des émotions humaines qui s'échelonnent sur un temps long. Donc pour moi, c'est ça, la littérature. On trouve les leçons d'écriture, les leçons de lecture dans la vie, et puisque c'est tout à fait simple, c'est la vie qui nous permet d'écrire, et c'est cette vie-là qui permet à l'autre de nous lire. Donc de la vie à l'écriture, de l'écriture à la vie, il me semble, c'est un chemin naturel. Il y a tout un rythme en plus dans tout ça, et vous avez dit à un moment donné il serait bien de commencer la journée par la lecture d'un poème. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Oui, je ne fais pas ça chaque jour, des fois je ne le lis pas, mais j'ai souvent un poème dans la tête. La poésie a quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux aussi. Je ne suis pas poète, donc je ressens le mystère d'autant plus fort. Et déjà les poètes eux-mêmes, dans ce temps un peu matérialiste, capitaliste, où tout le monde cherche à avoir pas seulement du succès, de la célébrité et de l'argent, que des gens puissent mettre leur vie, toute leur vie, dans un art secret, puisqu'on ne parle même pas des poètes dans les journaux, et on n'en critique pas, et c'est très rare, il faut vraiment avoir le Nobel pour qu'on voit un visage de poète, mais de continuer à le faire malgré tout, et c'est mystérieux. Mais à ce moment-là, peut-être on peut parler des langues. Vous dites les langues sont comme des hirondelles. Est-ce que votre expérience entre le Québec et la France, aussi en tant qu'académicien, vous comparez de temps en temps le Sud et le Nord, est-ce que vous avez réfléchi à comparer l'Est et l'Ouest ? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Je sais que c'est pas nécessairement lié à la culture, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque un petit peu sur cette relation entre le Québec ou la France, ou votre vie des deux côtés ? Est-ce qu'il y a des similitudes ou une adaptation particulière ou des réflexions qui vous amènent à écrire des choses différentes quand vous êtes ici ou au Québec ? Je ne sais pas. Je crois que n'importe quel changement a une influence sur l'écriture. C'est quelque chose de tellement subtil. Et nous-mêmes, on cherche ces changements-là pour provoquer des sensations nouvelles, des émotions nouvelles, même des sentiments neufs.
Et c'est pour ça que des fois on bouge. Mais je ne crois pas que le fait d'être à Montréal ou le fait d'être à Paris change la nature de mon écriture. C'est une chose qui remonte si loin dans le temps. Et je peux bien sûr voir autre chose. Je regarde toujours par la fenêtre quand j'écris. J'aime bien ouvrir la fenêtre même pour entendre la rumeur du monde, pour savoir ce qui se dit. Quand j'étais à Montréal, j'avais fait au début la météo. J'annonçais la météo à la télévision. Et souvent, je disais aux gens, bon, enfin, vous pouvez toujours simplement ouvrir la fenêtre, vous saurez quelle température, et ce serait une météo adaptée à votre personnalité. C'est plus intéressant que d'entendre une météo générale. Quand on dit il fait moins de 10 degrés, quelqu'un qui a peur de l'hiver frissonne déjà, un autre qui n'en a pas peur pense que c'est le printemps. Et donc la météo devrait être personnelle. Donc je ne peux pas dire comment fonctionne la littérature, la poésie dans le roman. Je ne peux pas dire, parce qu'un roman où il n'y a pas une poésie, un feu nourri intérieur, subtil, souterrain, et il ne tient pas. Alors comment fonctionne cela? Parce qu'on peut toujours décrire d'autres cadres, mais le feu, et comment il arrive? Parce qu'on ne peut pas le mettre. Il faut qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe? À quoi? Parce qu'on n'est jamais là où on en est. La réalité du monde n'est jamais née de la dernière heure. Je suis là en train de vous parler d'ailleurs, je suis très occupé à vous dire ce que je pense, ce que je ressens, mais en même temps défilent des paysages de mon enfance dans ma tête, puisque on l'a évoqué tout à l'heure, de mon adolescence. Je me vois en train d'écrire durant ces 40 dernières années. Et c'est un mouvement continu. Et puis écrire, il fallait aussi que je pense à ces moments, ces 8 ans où j'ai travaillé comme ouvrier, qui m'ont beaucoup aidé aussi à donner une importance au fait d'être devenu quelqu'un qui peut gagner sa vie uniquement avec l'alphabet. Avant, c'était avec la sueur, quand j'étais ouvrier. Et là, maintenant, je gagne ma vie parce que j'utilise les 26 lettres de l'alphabet. Donc, c'est trop subtil pour que je mette ça. Et puis, il y a les rêves. Il y a les rêves. Et je connais beaucoup des pays que je n'ai jamais visités par les rêves. Donc, dans quelle mesure le réel a plus d'importance que le rêve, on n'en sait rien. Et vous parlez peut-être souvent que vous rêvez et que la position horizontale est souvent quelque chose qui revient pour écrire, pour dormir, donc pour rêver, pour boire, etc. Et vous avez écrit « L'homme qui dort a beaucoup construit l'univers ». J'ai trouvé ça intéressant. Et qu'est-ce que cette position horizontale, finalement, peut-être vous inspire ou vous laisse votre cerveau partir dans différents rêves, pays c'est intéressant, on lit peu ça au niveau des écrivains. Donc. Je ne sais pas, je suis toujours à l'horizontale, je crois que c'est la position humaine naturelle. Et on se souvient, il y a toujours un moment où l'enfant se met debout. Et ça n'a pas l'air d'être un succès au début, alors que pour ramper, il va très vite. Donc on a obligé l'homme, l'être humain, à faire les choses debout d'ailleurs. Mais je reste convaincu que nous sommes très à l'aise dans cette position-là. Et c'est pas seulement le lit, il y a aussi la baignoire. J'aime bien me glisser dans l'eau, et donc à la fois horizontale et aquatique. Et ça me permet d'être dans un calme profond qui me donne la possibilité de penser en dehors du temps. Parce que, vous savez, nous ne savons rien de nous. C'est-à-dire, je suis toujours en train de rêver à ce qui fait construire les civilisations. Pourquoi on offre un bouquet de fleurs à quelqu'un? Pourquoi on doit couper les fleurs? Comme disait Prévert, tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Et pour les offrir. Et d'où vient ce rituel? Et je suis toujours impressionné par un grand nombre de rituels et me demande toujours, est-ce que c'est lié à une vie antérieure? Et est-ce que on a vu faire ça et on a gardé comme font les enfants? Vous savez, tout ce que nous faisons, et nous l'avons appris dans l'enfance, c'est-à-dire au moment où nous ne savions pas
Nous n'avons aucune idée de la logique qu'il y avait derrière cela. Seulement, nous avons, comme enfants, spontanément fait des choix de rituels. Il y a des choses que nous faisons et d'autres que nous refusons de faire. Nous ne savons pas pourquoi. Et c'est alors que les mamans disent, mais j'ai 2 enfants, ils sont pareils, même père, même mère, ils sont tellement différents. Et à quand est-ce que ce choix-là s'est opéré? Avec quelle conscience? Et ça s'est opéré, surtout quand ça s'opère très, très, très tôt. Enfin, pour moi, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, en dehors de ce que j'écris, mais qui sont très importantes pour essayer de comprendre la poésie profonde et la raison profonde. Pourquoi on écrit? Pire encore, pourquoi on lit? Il n'y a aucune raison. Ce qui se passe dans la rue est un livre beaucoup plus intéressant et sans faire le moins d'efforts. Le nombre de personnages qui circulent et puisque nous regardons la télévision, nous regardons le cinéma, précisément, nous leur demandons de faire artificiellement des choses que nous pouvons avoir au naturel sous les yeux. D'où vient ce goût de l'artifice? Et d'où vient ce désir profond de faire coïncider l'artifice avec le naturel, de vouloir que l'artifice soit le plus proche du naturel, alors que nous savons bien que c'est faux. Et nous savons très bien que c'est faux, mais nous devons faire semblant de croire. Pourquoi faisons-nous ces choses-là? Donc je me pose ces questions-là dans ma baignoire, et en lisant aussi un peu. Et le matin, je rêve dans le lit, avec plein de livres autour de moi, et je mène ainsi une vie studieuse. Daniel Ferrière, si on parle des jeunes maintenant, des jeunes étudiants, actuellement, vous avez à un moment donné dit, est-ce qu'on a, tout est en train de bouger tout le temps, et vous avez souvent parlé du perpétuel mouvement, et même du moment où vous êtes en limite à un précipice, et justement ce petit moment de danger qui quelque part vous aimez bien. Et en même temps, de notre côté, on parle des fois d'absence de mémoire, d'un présent incessant, comme si tout était oublié dans le passé. Est-ce que par rapport aux jeunes actuels, vous aimeriez adresser un livre particulier ou une lecture parmi tous vos romans pour les aider à comprendre un petit peu que le passé, vous revenez sur votre enfance, sur l'adolescence, compte beaucoup, et quelque part on a construit quelque chose là-dessus. Est-ce que on pourrait dire, essayez d'avoir votre réflexion dans tel roman, par exemple? Est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, serait adapté aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui? J'y crois pas, hein. Je crois pas dans ces choses-là. Je crois pas qu'on puisse dire à quelqu'un de lire qu'il va lire. De toute façon, je crois que c'est mieux de dire de ne pas lire. Et ils aiment tellement, c'est le principe de la jeunesse, c'était en contradiction totale. Je crois pas, et je ne donne pas de conseils, je ne crois pas à la jeunesse d'ailleurs, je crois pas. Je crois qu'on est toujours multiples et tout le temps. Et je connais de vieux monsieur de 6 ans. Et je connais des jeunes filles de 80 ans. Et je ne crois pas trop dans cela. Et je crois que c'est une très vieille histoire, cette histoire de jeunesse, de vieux, et qui remonte très longtemps. On a séparé les choses. Maintenant, de plus en plus, on le fait parce que ce sont des gens qui sont pour la publicité. Ce sont des tranches d'âge pour vendre les casseroles. Mais il m'est arrivé une petite histoire intéressante. Et j'étais à New York. Je suis allé voir une amie qui est poète et qui réunissait chez elle chaque dimanche des amis poètes. Les poètes, quand ils sont en groupe, c'est affreux. Ils lisent leurs poèmes et ils peuvent le faire pendant des heures, alors qu'il y a leurs enfants qu'ils amènent pour faire public, parce qu'ils n'ont pas d'autre public qu'un public pris en otage. Et donc, ils s'ennuient. Alors, la fille de cette poétesse était assise à l'arrière avec moi. Et elle s'ennuyait royalement. Je lui ai dit, bon, moi aussi je m'ennuie, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression qu'on m'oblige à écouter. Et là, on discutait comme ça, gentiment, à voix basse, comme tout individu sain doit faire s'il s'ennuie. Et puis, la semaine suivante, je lui ai apporté un texte, une petite nouvelle, où j'ai raconté tout. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vécu, tous nos sentiments sur la poésie, et tout sur les poètes et tout. Elle a lu ça, elle a dit, mais tu ne peux pas écrire ça.
J'ai dit, comment ça? Pourquoi je ne peux pas écrire ça? Elle dit, mais c'est pas bienveillant. On ne peut pas écrire quelque chose. On ne peut pas se moquer des gens. J'ai dit, mais c'est ce qu'on a dit. Elle dit, mais non, on n'écrit pas ça. Dans le sens que, pour elle, parce qu'elle lisait pas beaucoup, pas du tout, pour elle, écrire était uniquement des choses bien qu'il faut dire. J'ai dit, mais je comprends pourquoi vous ne le lisez pas. Si vous croyez que c'est ça. Elle dit, c'est pas ça. J'ai dit, mais je vais faire un truc. Et j'ai lu le texte devant la petite foule. Et ils ont adoré, ils ont trouvé ça très drôle, très... J'ai dit, mais ils devraient être fâchés. J'ai dit, mais c'est la magie de la littérature. Et ça crée un espace hors champ. Alors, simplement pour dire à ceux que vous appelez les jeunes, je trouve jeune, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore ouvert le livre. Donc, jeune par rapport à la lecture. Et on est jeune par rapport à toutes sortes de choses. Et il y a plein de livres où l'on ne trouve pas l'assassin. Si vous aimez ça. Il y a plein de livres où il y a des voitures, si vous aimez ça. La bibliothèque est un champ infini. Vous pouvez trouver sur n'importe quel thème au moins 5000 livres jusqu'à la fin de vos jours. Donc, il ne faut pas croire que la littérature est une chose bien pensante et que tout a été écrit pour vous convertir à la lecture, pour faire de vous de bonnes personnes. Non, pas du tout. C'est un champ libre. Allez-y, regardez un peu et vous allez trouver un livre, et puis n'hésitez pas à refermer si vous n'aimez pas, et vous allez trouver un livre et que vous aurez l'impression de vous retrouver, et puis un jour, vous reviendrez sur les autres livres que vous avez dédaignés, parce que c'est normal de commencer par ce qui nous ressemble, mais l'idéal, ce serait d'aller voir ce qui ne nous ressemble pas. C'est encore plus intéressant, et c'est là qu'on découvrira comment est fait le monde. Là-dessus, peut-être nous parler peut-être en dernière question, de pourquoi vous avez écrit et édité en manuscrit avec des illustrations. Est-ce que justement, c'est parce que vous ressentiez à ce moment-là le besoin d'une autre type de, comment je dirais, une transparence par rapport à votre écriture, même manuscrite, ou un autre public à rejoindre, ou comment est venu, qu'est-ce qui a déclenché ces 3 livres en manuscrit? J'étais fatigué. J'étais épuisé, j'étais au bout du rouleau. J'avais eu quelques saisons difficiles. J'étais très très fatigué en 2009. Je m'apprêtais comme chaque année pour les vacances de Noël à aller chez ma fille, parce qu'à ce moment-là, je ne suis même pas à l'horizontale, je suis enfoncé dans le lit jusqu'au bord. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu le prix Médicis pour mon livre « L'énigme du retour ». Bon, il y a des gens qui ont le prix Médicis chaque année. Seulement, c'est la première fois qu'un Haïtien l'a eu. C'est la deuxième fois qu'un Québécois l'a eu. La première fois, c'était il y a 26 ans auparavant, Marie-Claire Blais. Ce qui veut dire que tous les médias sont sur moi. Et voilà que je me retrouve en novembre 2009 à répondre à toutes sortes de questions, à baptiser presque les enfants, et à savoir quel enfant sera un grand écrivain. Est-ce que ma fille aura aussi un prix? Donc j'étais épuisé. Je suis allé en Haïti, pensant me reposer au tout début de l'année, en janvier, le tremblement de terre. Le tremblement de terre, je venais d'avoir le Médicis, ça veut dire tous les médias me connaissant par rapport à cela. Je suis le porte-parole de cette histoire terrifiante qui a coûté la vie à 300 000 personnes, sans compter des milliers de blessés. Et donc je dois parler, je dois opiner, sur tous les plans, parce qu'il ne s'agit pas de littérature, c'est pas avoir un grand prix, c'est la vie des gens. Et moi, je n'en sais pas plus. Vous savez, quelqu'un qui regarde de Paris, de Lyon, ou de Marseille, ou de Montréal, ou de Dakar, et qui regarde la télévision pendant le tremblement de terre, après 5 minutes, il sait plus que moi qui était en Haïti au moment même. Parce que ce que je sais, c'est ce qui se passe autour. Il n'y a pas de télévision. Alors que la télévision qui donne toutes les images et tous les endroits où ça se passe, donc renseigne les gens. Et c'est eux qui viennent me demander des nouvelles. Je n'en sais rien.
je ne sais que pour mes voisins. Donc, j'étais vraiment. Et puis là, bon, ça allait qu'à j'ai eu le temps de me reposer. 2013, bang, j'entre à l'Académie française. Bon, là, ça devient maintenant maladif. Et j'étais le premier nord-américain, premier canadien, premier caraïbéen, deuxième noir, enfin, vous avez dit l'Afrique. Il me voit, le successeur de Senghor. Et puis là, moi, je suis qu'un écrivain, en plus, même pas engagé. Je suis un écrivain de la vie quotidienne. Je suis un reporter des émotions secrètes. Je suis pas du tout, je ne prends pas, je ne signe jamais d'ailleurs. Vous voyez, mon nom très rarement, bon, je me souviens pas, signer un manifeste ou... Non, non, c'est les livres qui parlent pour moi. Alors je deviens le porte-parole de la langue française. Moi, j'écris le français. Je ne suis pas son porte-parole. Je l'écris. Je l'écris. Comme on dit chez moi au Québec, je ne veux pas savoir, je veux voir. Je ne veux pas enseigner le français, je ne veux pas le dire, je veux l'écrire, le parler. Quelqu'un qui dit du mal du français dans un bon français est beaucoup mieux que quelqu'un qui en dit du bien dans un mauvais français. Donc ça se parle, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Alors j'étais complètement mort. Et puis, les gens me demandaient des choses, si je vais adopter un enfant, comment je dois faire. Vous savez, il y a eu beaucoup d'adoptions après le tremblement de terre et tout. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui m'absorbe au point d'oublier le monde. Et j'ai voulu faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais pas écrire bien à la main, je n'avais jamais dessiné, et j'ai voulu faire un livre à la main, en dessinant, pour que ça puisse m'absorber au point d'oublier le monde qui m'entoure et de redevenir le jeune écrivain que je fus au tout début, quand je n'avais aucun pouvoir, quand personne ne cherchait à avoir mon opinion, l'écrivain libre qui prend tous les risques, celui de se faire rejeter aussi, Donc je voulais retrouver cette virginité-là. Et c'est pourquoi j'ai écrit, et j'ai pris goût, et maintenant je suis en train d'écrire mon 4e livre à la main, un recueil de poèmes. Ça revient à « ma main transcrit ce que mes yeux voient ». Donc vos yeux ont vu des choses terribles, et le fait de peut-être refaire ce geste d'écriture vous a replongé ou concentré, comme vous dites, dans quelque chose de vrai qui vous a touché, et vous donnez aussi un autre défi. Donc un 4e livre, alors... Et ma main transcrit ce que mes yeux voient. Il faut voir la main comme vraiment quelque chose qu'on a laissé tomber de manière absurde. C'est le plus vieil outil de l'homme. Et depuis que l'électronique est arrivée, on a tout mis là-dedans. Et tout se passe. Et on a oublié qu'on pouvait écrire à la main, ce qu'on a fait pendant des millénaires. On a repris le pouce qui déjà filait à l'anglaise. On lui a redonné du travail. Bon, ça c'est pas mal, j'aime bien qu'on emploie les gens. Je n'aime pas le chômage, mais quand même, je me suis dit, il y a quelque chose de spontané, de vivant, et en même temps de si ancien dans la main qui écrit. Et le fait d'avoir le papier sous la main, et qu'on peut toucher ce qu'on écrit, la matière même sur laquelle on écrit, et en même temps qu'on écrit, c'est quelque chose de complètement différent à cette écriture verticale qu'on avait, puisqu'on a l'appareil devant nous. On écrit et puis on voit le texte en face de nous, comme s'il était distant de nous, comme s'il était imprimé, comme s'il prenait déjà le large. Et je crois que c'est ce qui faisait qu'on corrigeait beaucoup moins, même si on croit qu'enlever un mot, effacer un mot, c'est corriger. Avec la main, on écrivait à côté. Avec la main, on faisait... On pouvait dessiner en même temps. Et tout ça. Donc je me suis dit, vraiment, il faudrait réactiver cet outil. Il ne faut pas le laisser se rouiller. On aurait tort, parce que c'est le seul qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Et si on se retrouve sur une île déserte, selon la question bête que l'on se pose, que les journalistes nous posent à chaque fois, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'aurais su une île déserte, mais ils insistent. Et qu'est-ce que vous emporteriez? Mais d'abord, le plus vieil outil du monde, et la main,
parce qu'elle n'a pas besoin d'électricité. Tous les appareils qu'on emportera, à un certain moment donné, il y aura panne d'électricité. Et mais si on ne l'utilise plus, comme ça arrive, parce que je m'améliore en dessinant, et les gens me disent, mais on n'arrive pas à bien lire ce que vous écrivez à la main, je leur dis, mais depuis combien de temps avez-vous lu une demi-heure un texte écrit à la main? Vous aussi, vous avez perdu la main. Donc, il faut réapprendre, il faut sauver. C'est une espèce en danger, la main de l'homme.